Bonjour, je présente aujourd'hui la 80e vidéo de mon programme pour l'élection présidentielle, celui du Rassemblement pour la démondialisation. Elle présente quelques éléments d'histoire de la planification économique. Le commissariat général au plan, et on dit également le commissariat général du plan, on dit l'un ou l'autre, le CGP, a fonctionné entre 1946 et 2006. Il était chargé de définir la planification économique du pays, notamment via des plans quinquennaux, c'est-à-dire d'une durée de 5 ans. Il s'est transformé en Centre d'analyse stratégique, CAS, en 2006, puis en Commissariat général à la stratégie et à la prospective, CGSP, en 2013. Cette initiative, par exemple pour le syndicat Force ouvrière, est l'une des rares bonnes décisions à l'actif de François Hollande, la recréation d'un commissariat au plan. Dominique de Villepin, en effet, l'avait supprimé en novembre 2005, après qu'il eût été progressivement étouffé depuis la disparition des lois de planification. Le Centre d'analyse stratégique, le CAS, qui lui avait succédé en mars 2006, est apparu rapidement comme un simple outil de veille, un think tank des pouvoirs publics, ne parvenant pas à s'impliquer ni dans la préparation ou l'évaluation des stratégies publiques, ni dans la réforme de l'État. Le 8 janvier 2013, dans ses vœux au corps constitué, François Hollande, le nouveau président de la République, a fait ressurgir le fantôme du commissariat au plan. Le président de la République a annoncé la création d'un commissariat général à la stratégie et à la prospective, pour permettre à l'État non pas de revenir à la planification du temps de la libération, mais d'anticiper son rôle était, je cite, de prévoir les mutations de la France et du monde dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, associant les partenaires sociaux et les meilleurs experts de la société. Fin de citation. Il devait porter, je cite, une vision cohérente de l'avenir. Nous avons besoin de connaître non pas ce qu'il va se passer, assurait M. Hollande, mais ce que nous devons faire en tant qu'État, en tant que nation, pour nous mettre en avant. Fin de citation. On retiendra par charité pour François Hollande que l'idée de planification revient dans le débat politique et nous nous en réjouissons. Mais il y a encore beaucoup à faire entre ce projet vaporeux, on le verra, et les objectifs d'une vraie planification comme celle mise en place à la Libération. Alors, quelques éléments d'histoire de la planification économique. Le commissariat général au plan est créé le 3 janvier 1946 par le général de Gaulle, en bénéficiant alors d'une véritable unanimité nationale. Jean Monnet est le premier commissaire à la tête de 160 personnes. Le commissariat est rattaché au chef du gouvernement, sauf dans les périodes où un ministre ou secrétaire d'État possède le plan dans ses attributions. Pendant près de 40 années, la prévision et la concertation constituent l'identité essentielle du plan. Concertation et négociation. Planification. C'est avec la fin des plans quinquennaux en 1993, cette ardente obligation, pour reprendre la formule célèbre du général de Gaulle, que débute son démantèlement. Commençons par le plan de 10 ans du régime de Vichy. Les premiers instruments de planification de l'économie par l'État en France ont été mis en place parallèlement par le régime de Vichy et par le Comité général d'études du Conseil national de la résistance à partir de 1942-1943, ainsi que par le Comité français de la libération nationale à Alger en 1944. Le régime de Vichy a créé la Délégation générale à l'équipement national, DGEN, en février 1941 et a décidé du principe d'un plan en avril 1941. La DGEN a présenté en mai 1942, dans un document de 600 pages, un plan de 10 ans visant la reconstruction, un rattrapage industriel et technologique et des projets d'urbanisation. Les réalisations concrètes ont été limitées
mise en valeur de la Sologne et de la Crau, prémisse du pont de Tancarville, tunnel de la Croix-Rousse à Lyon, plusieurs chantiers de barrages hydroélectriques. La DGEN servira de base au futur commissariat au plan, avec d'ailleurs presque le même personnel. Le programme du Conseil national de la résistance, adopté le 15 mars 1944. En la matière, il prévoit l'instauration d'une véritable démocratie économique et sociale, impliquant l'éviction des grandes féodalités économiques et financières de la direction de l'économie. C'était une citation. Il prévoit également une organisation rationnelle de l'économie assurant la subordination des intérêts particuliers à l'intérêt général et affranchie de la dictature professionnelle instaurée à l'image des États fascistes. L'intensification de la production nationale selon les lignes d'un plan arrêté par l'État après consultation des représentants de tous les éléments de cette production. Le retour à la nation des grands moyens de production monopolisés, fruits du travail commun, des sources d'énergie, des richesses du sous-sol, des compagnies d'assurance et des grandes banques. J'ai déjà parlé de tout cela dans mes vidéos précédentes. La planification élaborée par le Commissariat général au plan, le CGP, comme celle du régime de Vichy, sera indicative et incitative et non directive. La planification française de l'après-guerre était originale dans le sens où elle visait à domestiquer le marché. Elle définissait des objectifs quantitatifs et qualitatifs à la suite d'un accord entre les syndicats, le patronat et l'État. Le plan orientait les investissements dans les secteurs prioritaires pour le développement économique et social. C'était un réducteur d'incertitude, selon la formule de Pierre Massé. Commençons par le premier plan, ou le plan Monet 1946-1952. Il a pour objectif de redresser le pays et de mettre un terme à la pénurie. L'outil de production doit redémarrer pour satisfaire les besoins essentiels de la population. Je cite, « élever le niveau de vie et améliorer les conditions de l'habitat et de la vie collective. » Le plan concerne, des citations, la reconstitution des outillages et des équipements publics et privés endommagés ou détruits du fait des événements de guerre. 6 secteurs de base sont prioritaires. Le charbon, l'électricité, le ciment, le machinisme agricole, le transport et l'acier. Le plan dynamise les chefs d'entreprise, sans porter atteinte d'ailleurs à l'initiative privée. L'intervention de l'État dans l'économie se fait par les nationalisations, le contrôle des prix. Elle favorise la maîtrise des évolutions économiques. Le but est d'assurer un relèvement rapide du niveau de vie de la population et notamment de son alimentation, de moderniser et d'équiper les activités de base, les houillères, l'électricité, la sidérurgie, le ciment, le machinisme agricole et les transports, de moderniser l'agriculture, d'affecter à la reconstruction le maximum de moyens en tenant compte des besoins des activités de base et en modernisant l'industrie des matériaux de construction et celle du bâtiment et des travaux publics, mais aussi de moderniser et de développer les industries d'exportation pour assurer, c'est l'objectif en 1950, l'équilibre de la balance des paiements. La durée initiale du premier plan sera prolongée jusqu'en 1952 pour l'harmoniser avec le plan Marshall. Le deuxième plan, plan Hirsch 1954-1957. La planification porte alors surtout sur les investissements publics, notamment les équipements scolaires et hospitaliers. Les progrès dans les secteurs de base, l'acier, le charbon, le ciment, permettent d'envisager des actions destinées à assurer une plus grande efficacité des ressources matérielles et humaines, recherche et développement, organisation des marchés agricoles, reconversion des entreprises et réadaptation professionnelle de la main-d'œuvre, productivité, etc.
mais il se terminera par un déficit extérieur important. Le troisième plan, 1958-1961. Il coïncide avec le retour du général de Gaulle au pouvoir et se trouve marqué en 1959 par le plan de stabilisation Pinet-Rueff. Après des manifestations insurrectionnelles en Algérie, une crise politique éclate. Le président du Conseil, Pierre Pfimlin, présente sa démission le 28 mai 1958. Le président de la République, René Coty, appelle alors le général de Gaulle au pouvoir. De juin à décembre 1958, le général de Gaulle souhaite entourer la nouvelle constitution d'une stabilité économique solide, d'autant que des tensions apparaissent sur les prix et le cours du franc. Les propositions d'équilibre budgétaire du ministre des Finances, Antoine Pinet, sont élargies par celles d'un comité de réflexion présidé par Jacques Rueff. Ce plan Pinet-Rueff lance le mouvement en direction de l'équilibre budgétaire, décide la création d'un nouveau franc après dévaluation et confirme le programme de libéralisation douanière. Il n'a pas obtenu la modération salariale, mais a fondé la stabilité monétaire et budgétaire française jusqu'en 1968. Le redressement se fait alors plus rapidement que prévu, mais au prix d'un ralentissement de la croissance économique, en grande partie effacé par le plan intérimaire 1960-1961. Passons au quatrième plan, 1962-1965. L'économie française connaît à l'époque une croissance économique soutenue. La France passe d'une situation de pénurie à une relative abondance. La consommation de masse fait son apparition. Les priorités portent sur la modernisation, c'est le mot utilisé, des secteurs jugés retardataires, secteur hospitalier, autoroutes et télécommunications, éducation nationale. La loi du 4 août 1962 portant approbation du plan de développement économique et social définit pour la première fois les modalités de l'approbation par le Parlement d'un projet de loi de plan. S'ajoute la création du Conseil supérieur du plan, la consultation du Conseil économique et social sur les grandes orientations, et puis la réintégration de la CGT dans les commissions de modernisation. Le quatrième plan s'articule autour de trois objectifs. D'abord, une croissance forte dans le respect des grands équilibres. Une progression des équipements collectifs 2 fois plus rapide que celle du PIB. Et un effort de correction des inégalités sociales et régionales. L'attention se porte sur les problèmes de répartition des fruits de l'expansion, ou pour utiliser le langage de Pierre Massé, commissaire au plan, le partage du surplus, en particulier la part à réserver aux services collectifs dans l'ensemble des dépenses de consommation. Le cinquième plan, 1966-1970, il préconise de mener de front un essor industriel rapide et le progrès social par un développement des équipements collectifs dans un contexte de concurrence accrue lié à l'ouverture des frontières, puisque c'est le marché commun qui a démarré. Des normes indicatives de prix et de salaires sont fixées afin de juguler les tendances inflationnistes. Le développement de la compétitivité de l'appareil de production, le contrôle de l'évolution des revenus et des prix deviennent les premières préoccupations. Le sixième plan, 1971-1975. Au prétexte de l'impératif industriel, comme l'on disait, ce plan anticipe les politiques de mondialisation en engageant le processus visant à rediscipliner le salariat après la résistance, la libération et mai-juin 1968. L'accent est mis sur la compétition internationale, de plus en plus dure, la division internationale du travail, de plus en plus accentuée, rendant inévitable, comme ils disent, des restructurations dans l'industrie française. En présentant les choses de cette manière,
l'impression est donnée volontairement que la contrainte extérieure, comme ils disent, ne laisse plus aucune marge de manœuvre à la France. C'est pourquoi une attaque frontale est menée contre l'appareil productif français afin de réduire la taille des grandes entreprises, foyers d'agitation sociale, notamment par les délocalisations, afin d'affaiblir le poids des syndicats et de la CGT principalement. Parallèlement, le plan doit prendre en compte les facteurs structurels qui, je cite, limitent les performances de l'industrie française. Fin de citation. La relative importance de la population agricole, la nécessité d'améliorer la gestion et les relations sociales dans les entreprises, toujours après mai-juin 68, le manque de logement qui freine la mobilité professionnelle. Il est décidé que l'amélioration des conditions de vie et des équipements collectifs serait plus rapide que celle de la production. Le 7e plan, 1976-1980. Le deuxième choc pétrolier de 1979, la flambée des cours du pétrole et les variations des cours du dollar sont mises en avant pour prétendre que l'exercice de planification deviendrait de plus en plus difficile, ce qui n'est pas faux quand même. La période qui s'ouvre avec le 7e plan marque ainsi une remise en cause de la planification. C'est le début de la mise en œuvre des politiques néolibérales. En réalité, plus l'environnement est incertain, plus le besoin de planification est nécessaire. Le 8e plan, 1981-1985. L'idéologie néolibérale se diffuse, entraînant par exemple la suppression de toute référence à des objectifs chiffrés. Le 8e plan ne sera pas présenté au Parlement, car la nouvelle majorité, c'est l'arrivée de la gauche au pouvoir, suspend sa mise en application. Le 9e plan, 1984-1988, avec l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République en mai 1981, la planification est relancée, tout en faisant évoluer ses méthodes. Un plan intérimaire 1982-1983 vise à relancer la consommation, mais n'a pas le succès escompté. La loi du 29 juillet 1982 qui réforme la planification met en place une commission nationale de planification de 80 membres, des programmes prioritaires d'exécution, les PPE, héritiers des plans d'action prioritaires, les PAP, des contrats de plan signés entre l'État et les régions et entre l'État et les entreprises publiques. La démarche devient décentralisée et contractuelle, donnant un plus grand rôle aux régions, qui ont, depuis la loi de décentralisation, compétence dans la mise en œuvre du développement régional. Les rapports des grandes entreprises publiques avec l'État sont encadrés par des conventions et des contrats pluriannuels. Après la mise en place de la politique de rigueur, le 9e plan vise à lutter contre l'inflation par la baisse des coûts salariaux, la progression du salaire net devant être maintenue en deçà de la croissance de la productivité. Le taux d'investissement doit retrouver son niveau d'avant 1975. Les retards technologiques dans l'industrie concurrentielle doivent être rattrapés. L'option en faveur de l'ouverture des frontières est affirmée avec le maintien du franc dans le système monétaire européen. Priorité est donnée au redressement de la situation financière des entreprises. Le 10e plan, 1989-1992. La politique macroéconomique s'appuie désormais sur le scénario d'environnement européen élaboré par la Commission européenne pour la période 1988-1992. La concertation se fait au sein de 10 commissions horizontales. La nature du plan, qualifié désormais de stratégique, change. Il s'agit moins de prévoir que de déterminer un ensemble d'actions majeures à engager pendant la période du plan. Les PAP et les PPE ont disparu.
mais la signature des contrats de plan État-région est conservée. Elle se définit en termes d'orientation structurelle et d'objectifs qualitatifs, sans cesse martelés depuis cette période: reconquête d'un haut niveau d'emploi, recherche de la cohésion sociale, adaptation au grand marché européen. La dimension européenne apparaît également sous la forme de contrepartie aux fonds structurels européens. Et maintenant, passons du projet de 11e plan à la refondation du plan 1992-2006. Le projet de 11e plan, initialement prévu pour couvrir la période 1993-1997, ne sera pas adopté par le gouvernement de droite issu des élections législatives de mars 1993. Ce dernier préfère inscrire ses choix de politique économique dans un ensemble de lois quinquennales. La volonté de casser la planification française apparaît en pleine lumière. Le 26 octobre 2005, le Premier ministre Dominique de Villepin annonce vouloir supprimer le commissariat général du plan et créer en remplacement un centre d'analyse stratégique, également sous la tutelle directe du Premier ministre. Le 28 octobre 2005, il limoge le commissaire général au plan, Alain Etchegoyen. Néanmoins, la troisième génération des contrats de plan État-région 1994-1998 voit le jour. Avec les crédits affectés aux contrats de ville, l'État consacre plus de 76 milliards de francs à cette troisième génération de contrats de plan et soutient des actions en faveur du développement rural, l'enseignement et la recherche, les infrastructures de transport, la compétitivité économique. Un dispositif d'évaluation des contrats de plan est instauré avec des crédits spécifiques figurant pour chacun d'entre eux. Les contrats de plan sont définis comme un outil privilégié de l'aménagement du territoire. Les interventions de l'État sont désormais modulées en fonction de la situation économique de chacune d'entre elles, afin d'affirmer une solidarité entre les plus riches et les plus défavorisés. Une mission de réflexion sur l'avenir du plan et la place de la planification de la société française est confiée en décembre 1993 par le Premier ministre Édouard Balladur à Jean de Gaulle, député de Paris. Cette mission se concrétise par un rapport intitulé « L'avenir du plan et la place de la planification dans la société française ». Comme je l'indiquais en introduction, le 8 janvier 2013, François Hollande a annoncé la création d'un commissariat général à la stratégie et à la prospective. Son bilan a été à peu près proche de zéro.